Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouveau grand entretien le général Jean-Marc Maril. Bonjour mon général. Bonjour monsieur. Vous êtes Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre. Vous avez commandé le 21e régiment d'infanterie de marine. Vous avez aussi servi comme attaché de défense au Tchad et vous avez dirigé le bureau Afrique de la direction militaire du renseignement. Et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un entretien d'actualité. L'actualité est riche et on va démarrer, si vous le voulez bien, par la question libanaise, puisque l'Iran vient de répondre en bombardant Israël assez massivement cette nuit. Et je voulais savoir si, selon vous, il y a un risque d'affrontement militaire sérieux au-delà des gesticulations et des déclarations à l'emporte-pièce. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'embrasement et de conflit militaire entre Israël et l'Iran? C'est une question très difficile, mais je pense que la façon dont Israël a réussi à se protéger avec l'aide américaine des missiles lui permet de pouvoir avoir une réponse, je l'ai dit, adaptée à l'attaque iranienne. Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt d'Israël de franchir un palier trop important dans une escalade militaire. Maintenant, je ne suis pas proche du gouvernement israélien. Je pourrais imaginer ce qu'il décide de faire. Beaucoup de gens pensent à la menace nucléaire, à essayer d'arrêter la menace nucléaire qui devient de plus en plus prégnante avec l'Iran qui s'en doterait à court terme. Donc peut-être que là, c'est aussi un moyen d'agir fortement dans ce domaine très précis pour essayer d'empêcher que l'Iran se dote de l'armement nucléaire. Et c'est peut-être un des objectifs premiers des Israéliens face à l'Iran. On a beaucoup critiqué l'armée israélienne et les services de renseignement qui, selon la plupart des observateurs, n'ont pas vu venir les attaques du 7 octobre. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu un changement de cap qui a été donné à ces structures, ou elles ont traditionnellement toujours été d'excellent niveau? Ils ont toujours été d'excellent niveau. Israël est quand même dans une logique de survie avec des voisins extrêmement belliqueux, une histoire très chaotique. Le jour de la déclaration de la naissance de l'État d'Israël, ils se sont retrouvés face à une guerre contre leurs voisins arabes. Donc les Israéliens savent qu'ils ont le dos à la mer. Donc ils se donnent les moyens d'avoir à la fois du bon renseignement, parce que c'est vital pour engager ces troupes et pour la survie du pays. De temps en temps, le renseignement ne peut pas tout prévoir et quelquefois il y a des failles. Et ces failles, elles sont apparues le 7 octobre, mais c'est un peu comme les attentats qui ont frappé en 2001 les États-Unis. Il y a des indices certainement qui ont été sous-estimés, mais c'est toujours très difficile dans la masse de renseignements que doivent traiter les officines de renseignement de déceler vraiment si la menace est proche, lointaine ou si elle est tout à fait immédiate. Donc je pense que les Israéliens ont tiré des leçons de leur adversaire. Ils ont compris leur capacité d'agir peut-être à un degré qu'ils n'avaient pas imaginé dans la coordination de leurs actions. Et c'est l'ampleur de la coordination de ces actions de leur adversaire qui a permis que le 7 octobre soit une journée aussi tragique pour l'État d'Israël. Et je pense que les Israéliens ont encore fait certainement un effort supplémentaire. Ce qui s'est passé avec les beepers et les talkie-walkie est aussi une sorte de réponse des services secrets israéliens à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ils ont pris très au sérieux la menace que faisait peser le Hezbollah sur Israël. Et donc, ils ont agi en conséquence. Ils se sont donné les moyens d'agir en conséquence, y compris d'être capables de détruire des bunkers très profondément protégés, enfouis et bétonnés, comme ils l'ont fait pour tuer le leader du Hezbollah. Alors partons maintenant en Ukraine. Je l'ai dit, vous avez un parcours militaire à très haut niveau. Vous avez aussi le regard de l'historien. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que vous avez publié aux éditions Nouveau Monde Éditions l'histoire des guerres révolutionnaires et impériales. Et ma question, elle concerne l'actualité en Ukraine, plus particulièrement d'abord à Koursk. Est-ce que, avant de parler du fond et de ce qui s'y passe actuellement,
Est-ce que cette offensive, lancée il y a un peu plus d'un mois, a surpris le militaire que vous êtes et l'historien que vous êtes aussi? Oui, elle m'a surpris parce que lorsqu'on fait la guerre, il faut avoir en tête les principes fondamentaux de ce métier, hein, qui sont l'économie des moyens, la concentration des efforts et la liberté d'action. Et cette offensive me fait penser un peu à ce qu'avait fait Hitler en 1944 dans les Ardennes contre le front occidental, avec la tentative et la tentation de reprendre ce qui avait marché en 1940 contre la France. Et il a engagé finalement ses ultimes réserves dans cette bataille offensive, et cette bataille offensive est très consommatrice de moyens. Et donc les Ukrainiens, à mon avis, avaient réussi à constituer une force de manœuvre conséquente qui leur aurait permis, en le gardant en réserve, de peut-être mieux lutter et mieux contrer les offensives qui se sont déroulées sur le front est, notamment du côté de Donetsk, ou dans d'autres secteurs où les Russes ont maintenu leur pression. Et le pari qu'avaient certainement fait les Ukrainiens, c'était que cette offensive, cette action sur le territoire russe du côté de Koursk allait certainement, à leurs yeux, empêcher que les Russes continuent leur pression sur un front qui commençait à craquer et qu'il y ait une balance d'efforts des Russes vers Koursk. Et cette balance d'efforts n'a pas eu lieu. Les Russes sont restés droits dans leurs bottes, ont continué leur action offensive là où ils étaient en train de grignoter le front ukrainien et de l'affaiblir. Ils ont géré à Koursk d'une manière assez calme ce qui s'y passait, acceptant de perdre des localités, que des bulletins de victoire apparaissent dans la presse occidentale. Ils ont consacré les moyens dont ils avaient besoin pour maintenir et contenir ces offensives extrêmement mobiles des Ukrainiens, tout en continuant à faire leur effort, notamment à Vuhledar, qu'ils ont pris hier, je crois, d'une manière quasi définitive, et qui donc fait que les Ukrainiens sont en mauvaise posture sur cette ligne de front. Donc, à mon sens, c'était une offensive orgueilleuse de la part des Ukrainiens, qui voulaient certainement, à cause peut-être de la visite de Zelensky aux États-Unis quelques semaines après, avoir un bilan positif, montrer qu'ils avaient une capacité de manœuvre et donc de succès dans le futur, et qui, à mon avis, est en train de s'effondrer et qui montre les limites de la capacité ukrainienne à engager une telle manœuvre offensive dans un territoire qui est absolument immense et qu'on ne peut pas conquérir comme ça. Et les Ukrainiens auraient pu faire un coup d'éclat, c'est-à-dire entrer, prouver qu'ils pouvaient atteindre la Russie et faire un coup d'éclat et puis se retirer. Oui. Là, ils sont restés et ils cherchent à s'accrocher. C'est donc qu'ils ont certainement les moyens humains, matériels et logistiques pour tenir. Ou alors, péché d'orgueil, comme je disais tout à l'heure, parce que peut-être qu'ils avaient dans l'idée, si on s'empare d'une partie du territoire russe, on pourra faire des échanges en cas de négociation avec la Russie. Mais là, c'est un aspect diplomatique que je ne maîtrise pas vraiment. Tactiquement, à mon avis, un raid en va-et-vient avec des objectifs, une victoire sur le sol russe, puis se replier et économiser ses forces vives, aurait été, à mon avis, une bonne manœuvre. Cette région, elle est assez éloignée de Kiev, elle est au nord de Kharkov. Si on est raisonnable, quand on regarde la carte et les moyens dont dispose l'armée ukrainienne, vous pensez que c'est difficile pour eux de tenir longtemps sur cette partie? Ça va leur demander des efforts conséquents? Oui, ils vont avoir des difficultés logistiques, ils vont avoir déjà le soutien des matériels parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de casses, visiblement, dans cette action. Ils ont perdu des hommes et la logistique est toujours difficile. Plus on s'éloigne de ces bases, plus la logistique est difficile. Et je pense que les Russes feront tout pour assommer la logistique ukrainienne en s'attaquant aux convois, et aux évacuations de matériel et aux centres de regroupement temporaires que les Ukrainiens sont obligés de faire pour amener du matériel vers l'avant. Vous parliez des matériels donnés par les Occidentaux il y a un instant. Est-ce qu'on voit bien que c'était dans cette task force qu'ils ont engagée dans la région de Koursk, il y a une espèce de mélange de matériels occidentaux très modernes, récents, et un mélange aussi mélangé à du matériel soviétique. Est-ce que le matériel donné par les Occidentaux
que ce soit les véhicules blindés, l'artillerie, l'équipement pour les fantassins. Est-ce que ça donne vraiment, ça permet aux Ukrainiens de combler la faiblesse numérique qu'ils ont par rapport aux Russes, ou ça fait finalement il n'y a pas une énorme différence avec la manière dont sont équipés les Russes? Les matériels que les Occidentaux ont donnés ne sont pas des matériels si récents que ça, hein, puisque en fait le char était quelque chose qui commençait à être délaissé par les armées occidentales. Par exemple, les Belges voulaient abandonner l'artillerie, pensant que finalement dans leurs futures actions extérieures, ils n'avaient pas besoin d'une artillerie lourde. Les Français n'avaient pas prévu de remplacer le Leclerc rapidement, ni de le moderniser franchement, les Allemands non plus. Donc les matériels, les Abrams américains sont produits pour des raisons, j'allais dire, industrielles et d'emploi aux États-Unis, et ce qui fait que la concession de ces chars ne sont pas aussi au top qu'on l'imagine. Donc ils sont certainement plus récents que les matériels soviétiques dont se servent les Ukrainiens, mais face aux derniers modèles russes ou modernisés des Russes, je ne pense pas qu'il y ait un avantage décisif du côté des chars occidentaux. Et donc, par contre, ce melting pot de matériel génère des difficultés de logistique, d'entretien, et qui fait que la logistique ukrainienne, dans un engagement aussi lointain que Koursk, doit être un casse-tête pour les logisticiens et les maintenanciers de l'armée ukrainienne. Les détracteurs de l'armée ukrainienne, les Russes, disent souvent que les Ukrainiens sont à bout, qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils font de plus en plus de prisonniers. Et en même temps, on voit que les Ukrainiens disposent toujours de soldats pour mener une action offensive en Russie, qui n'est pas facile, puisque là, ils s'exposent aussi à tout ce qu'ils connaissent en ce moment, les bombes planantes, le déluge d'artillerie, etc. Et puis, il faut quand même dire aussi qu'ils tiennent sur l'ensemble de la ligne de front. Le dispositif tient quand même. Ça veut dire que les Ukrainiens, d'abord, font preuve d'un grand courage, qu'ils ont une capacité en défensive tout à fait remarquable, mais ils avaient anticipé cette guerre. Ils avaient constitué des lignes de défense extrêmement fortes, qui sont en train de tomber et qui ont pris beaucoup de temps, parce que les Russes ont quand même employé beaucoup de moyens, ont subi des échecs à certains moments pour s'emparer de Vuhledar, par exemple. Il y a eu des échecs avant. Mais ils grignotent et ils consomment, grâce à leur artillerie, les moyens ennemis, notamment humains, qui fait qu'il y a quand même beaucoup de casse chez les Ukrainiens, beaucoup de casse aussi chez les Russes, qui font que, après, c'est la population, la lassitude face à la guerre qui peut parler. Pendant la Première Guerre mondiale, on se demandait si l'arrière tiendra lorsqu'il y avait les hécatombes sur le front français. L'arrière tient toujours, mais on est quand même normalement dans un régime démocratique. Et à un moment donné, est-ce que les électeurs vont vouloir continuer à soutenir le gouvernement en place, Zelensky, dans une guerre sans fin? Et cette guerre sans fin, elle n'est pas sûre qu'elle soit aussi, dans un proche avenir, l'hiver passé, le printemps suivant, on ne sait pas ce que sera la capacité ukrainienne de tenir sur un front aussi vaste. Il faut quand même savoir que les Russes, à part la mobilisation partielle, l'appel à la conscription, n'ont pas fait de gros efforts de mobilisation. Donc c'est ça qui m'étonne le plus. Face à un pays qui fait une mobilisation beaucoup plus forte que du côté ukrainien face aux Russes, les Russes arrivent à maintenir une certaine supériorité tactique sur le terrain sans faire un effort humain aussi conséquent en proportion que les Ukrainiens. C'est ça qui m'étonne en fait. Comment l'armée russe tient sans faire un effort de mobilisation plus large? On dit que alors, certains critiquent la Russie en disant qu'il n'y a pas de... Finalement, c'est du grignotage, mais assez limité sur des secteurs qui n'ont pas vraiment d'importance. Là, il y a la prise de la ville de Vuhledar. Il y a peut-être la prise dans quelques semaines de la ville de Pokrovsk. Il n'y a pas de grandes avancées. Il n'y a pas de rupture du front parce que les Russes n'engagent pas... engagent leurs forces avec parcimonie. De l'autre côté, on vient de le dire, les Ukrainiens tiennent la ligne de front. On a l'impression que la tactique des Russes,
c'est d'épuiser, de détruire l'armée ukrainienne sur cette ligne où en fait les renforts, les Ukrainiens renforcent en permanence pour tenir l'impression que les Russes cherchent vraiment à épuiser les Ukrainiens. Alors ça rappelle Verdun, Falkenhaym, je vais saigner à blanc l'armée française, et ça n'a pas marché, puisque dans ce genre de bataille, souvent on se saigne autant que l'adversaire. Sauf qu'il y a quand même une disproportion en puissance de feu en faveur des Russes. Et je pense que les Russes sont toujours dans cette logique de l'artillerie reine des batailles, pas un pas sans appui, et donc c'est leur façon de faire la guerre pour économiser leurs hommes. Ils ont la supériorité des feux, ben, ils s'en servent. Et la supériorité des feux fait que vos actions sont limitées par la portée de vos canons. Et donc, vous avez une demi-portée de canon pour votre offensive. Vous avez quoi, 10 à 12 km d'appui-feu, et vous grignotez sur ces 10-12 km les positions que vous écrasez sous votre feu. Donc c'est lent, mais ça économise des vies. On voit que côté russe comme côté ukrainien, tout le matériel soviétique, les lignes de production, les savoir-faire datant de l'Union soviétique ont été conservés. Pour prendre l'exemple français, la plupart des matériels que vous avez certainement connus étant jeune officier ont été envoyés à la ferraille. Est-ce que c'est avec le recul qui est le vôtre, est-ce que c'est une erreur d'appréciation? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Certainement, c'est-à-dire que lorsque vous avez des conflits de très basse intensité ou de basse intensité tels que nous les avons connus, le rôle du feu, des appuis-feux diminue dans la conception générale de la manœuvre. Et donc nous, Français, on s'est mis dans une logique où, alors que nous avions, comme moi j'étais officier, jusque chef de corps du 21e RIMA, on avait une grande capacité anti-char, on avait des mortiers dans nos régiments pour appuyer la manœuvre du colonel. Donc on avait encore une densité de feu très importante, notamment en anti-char et en appui-feu. Et puis ça s'est diminué, parce qu'on était un peu une logique, bon, ben finalement tout ça, ne sert pas à grand-chose, puisque dans nos interventions asymétriques, on n'en a pas besoin. Et donc comme on avait évacué la guerre de haute intensité finalement dans nos budgets, puisque ça coûte cher, les munitions coûtent cher, ce type d'armement coûte cher, enfin, pas les mortiers, mais le reste, fait qu'on a fait l'impasse dessus. Et nos plus grandes impasses sont dans l'arme du génie, puisque avant nous avions des capacités amphibies, nous avions des capacités de franchissement très importantes. Tout ça a été laissé. Le génie combat a été dans sa configuration de la doctrine militaire française d'aujourd'hui laissé pour compte. Et l'artillerie pareil. Et le plus grand déficit pour nous, c'était le solaire. L'artillerie solaire, la défense antiaérienne française a quand même subi beaucoup de coupes sombres, ce qui fait que nos capacités hors de manœuvre du champ de bataille, infanterie, cavalerie, ont été réduites, mais les capacités d'appui et de soutien ont été considérablement réduites. Et je ne vous parle pas de l'externalisation des matériels, du soutien du matériel par des entreprises privées ou semi-privées. Donc tout ça fait qu'on s'est terriblement éloigné de la capacité de manœuvre tout temps, tout lieu et de la haute intensité, et que ces capacités coûtent cher, et que dans le cadre des déficits budgétaires de la France, je vois mal comment à court terme on sera capable de rétablir une capacité plus autonome de nos moyens terrestres. Je parle des moyens terrestres, c'est ceux que je connais le mieux. Je pense que l'armée de l'air a aussi ses soucis, donc, et la marine aussi. Donc vous voyez, l'impasse idéologique qui nous a été, avec la fin de l'histoire, la guerre de haute intensité, c'est plus pour nous, et ben, est revenue avec la guerre en Ukraine. Et nos politiques ont certainement tiré des conséquences, mais n'ont pas les budgets pour le faire. Cette guerre, c'est évidemment celle des drones. Oui. On se souvient, quand la guerre démarre en 2022, il n'y a quasiment pas de drones, côté ukrainien, côté russe. Quelques drones d'observation, mais la bataille de Mariupol se fait sans drones kamikazes, juste avec quelques drones pour le renseignement de part et d'autre. Depuis, évidemment, c'est l'explosion du nombre de drones, des drones
d'observation qui observent de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus près, des drones aussi d'attaque, des drones kamikazes. Est-ce que vous auriez pu imaginer dans votre carrière qu'un jour, parce que c'est un bouleversement de la guerre complet, qui va certainement faire l'objet d'études et les états-majors, notamment européens et français, en tireront certainement des conséquences. Est-ce que c'est vraiment une révolution de la guerre, cette apparition des drones? Je dirais que c'est un vecteur supplémentaire d'observation et de mort, mais ce n'est pas une révolution. C'est la troisième dimension qui devient plus accessible pour les forces terrestres, puisqu'elles peuvent les manier elles-mêmes. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa conception générale du combat. C'est un moyen extrêmement important et puissant qu'il faut savoir utiliser, mais ça n'entraîne pas un changement de la tactique, en fait, au niveau des grandes unités. Ce qui change, c'est la difficulté pour le combattant d'être à couvert, de savoir se protéger de ce genre de danger. Mais la façon de combattre telle que moi je peux la voir, le fantassin, il pratique les mêmes savoir-faire, il utilise les mêmes compétences tactiques pour aborder une maison, pour combattre, pour construire une tranchée. C'est une contrainte supplémentaire, comme par exemple les gaz de combat avaient été une contrainte supplémentaire, encore plus terrible d'ailleurs, que les drones pendant la Grande Guerre. Donc le fantassin s'adapte, c'est un ennemi de plus, un danger de plus, mais ça ne révolutionne pas la guerre en tant que telle, à mon sens. Est-ce que ça ralentit quand même le rythme des opérations, puisque on voit que quand les Ukrainiens doivent dégarnir une partie du front pour renforcer une autre partie, ils renforcent la partie dégarnie avec l'apport de drones supplémentaires pour ralentir notamment les blindés russes, et que les Russes engagent des blindés, mais qu'un blindé qui coûte des millions de dollars ou d'euros peut être neutralisé par un drone à 3 000 ou 4 000 euros finalement. Oui, ou comme un missile qui coûte le prix d'une voiture bas de gamme pour détruire un blindé. Ça a toujours été le problème du char. Les vecteurs de destruction d'un char sont toujours à moins chers et à moindre coût que le char en lui-même. Donc, oui, mais c'est... Et souvent, d'ailleurs, les Russes n'avancent pas ou avancent lentement à cause de cette concentration de... Mais la chasse aux drones va aussi s'organiser. La défense contre les drones va s'organiser. Et il y aura certainement des drones, chasseurs de drones, qui vont... Donc, c'est toujours pareil, c'est l'épée et le bouclier. Bon, là, pour l'instant, les drones apportent vraiment quelque chose, mais la lutte contre les drones va s'organiser, deviendra de plus intense et limiteront certainement la capacité dans le futur des drones. On parle de matériel, qu'est-ce qu'il manque aux Ukrainiens pour pouvoir, au moins, je dirais, arrêter les Russes? C'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout la capacité... Là, ils ont fait preuve d'un grand courage, d'une grande détermination. Ils supportent les pertes, ils supportent les sacrifices. Mais à un moment donné, en fonction des perspectives de négociation, est-ce que tous ces sacrifices seront récompensés ou est-ce qu'à un moment donné, la lassitude l'emportera chez le peuple ukrainien pour des objectifs terrestres qui peut-être ne les intéressent pas tant que ça? Je ne suis pas persuadé qu'à Kiev ou à Lviv, les gens soient aussi intéressés par la conquête ou la conservation du Donbass. J'ai des amis qui sont rentrés d'Ukraine et qui disaient que certains jeunes disaient qu'ils n'avaient pas du tout envie de mourir pour le Donbass. Donc, à un moment donné, j'allais dire, la géographie humaine de l'Ukraine prendra peut-être en compte le fait que l'Ukraine a quand même une population russophone importante dans ces régions-là, qu'il y a 7 millions d'Ukrainiens russophones qui ont émigré vers la Russie et non pas vers l'Ouest. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un sentiment proche de la Russie pour une partie de la population ukrainienne. Et tant qu'on n'en aura pas pris en compte cet aspect-là dans le cadre des négociations,
je pense que ça sera difficile de faire admettre que la paix ne peut se faire que sur le dos des gens de Donetsk ou de Lugansk. Donc je pense que tout cet aspect des choses fait que ce sont des éléments de faiblesse de l'Ukraine, sans dire qu'il y a deux Ukraines, mais il y a quand même une Ukraine différente d'un côté et de l'autre, et que ça peut être un élément de fragilité pour les Ukrainiens. Et je ne pense pas que c'est l'apport de matériel nouveau. Le général Zelensky l'avait bien dit, le général Zalouzhny l'avait bien dit, que ce n'est plus un problème de matériel, c'est une impasse stratégique. Et cette impasse stratégique, elle a un coût humain. Et est-ce que cette impasse stratégique va être acceptée sur le long terme par les Ukrainiens? Donc je pense qu'à un moment donné, c'est la foi en la victoire qui peut être la faiblesse essentielle des Ukrainiens. Vous pensez que la fourniture de F-16 par les Occidentaux va pas modifier fondamentalement le cours des opérations? Non, je ne crois pas. Les Russes ont d'excellentes défenses antiaériennes, ils ont des avions de grande capacité, de 5e génération quasiment, donc ils sauront y faire face. Et puis ce n'est pas ce qui va changer radicalement le rapport de force sur la ligne des contacts. Donc, l'artillerie actuellement est l'outil, l'armement le plus important sur ce champ de bataille. Et quand on sait que pendant la Première Guerre mondiale, 75% des morts, c'est par l'artillerie. Donc, l'artillerie est vraiment très destructrice dans des combats statiques. Donc celui qui a la meilleure artillerie, les meilleures bombes, finalement inflige le plus de dégâts à l'adversaire. Donc ce qui manque à l'Ukraine, pour répondre peut-être plus précisément à votre question, je ne pense pas que ce soit des moyens matériels, c'est une perspective de victoire. Cette guerre, elle est notamment, je dirais, particulière parce qu'il y a des combats urbains qu'on n'a pas connus en Europe et même dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, je dirais, l'exemple le plus parlant, c'est la prise de Mariupol. Se pose la question pour les Russes de la prise de Kharkov. Est-ce que ça vous... Kharkov, qui est situé à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, est-ce que la manière dont vous observez les choses et notamment les objectifs des Russes et la manière dont ils s'y prennent, est-ce que ça peut être aussi Kharkov une des cibles et l'une des prochaines grandes batailles de ces prochains mois? Vu la taille de la ville, ça me paraît hors de portée des effectifs de l'armée russe. À moins que la population de Kharkov décide de changer de camp, s'ils sont plus ou moins russophones, mais ce que je ne pense pas. Donc Kharkov, ça serait vraiment un combat qui exigerait des effectifs à la Stalingrad. Donc, selon vous, ce serait quoi? Ce serait plusieurs dizaines de milliers, ou on est au-delà de 100 000 hommes pour une bataille comme ça? Oui. Parce que les Ukrainiens ne lâcheront pas, ils savent se battre, ils savent se défendre, ils sont courageux, ils mettront le paquet pour défendre une telle ville. Donc ça serait, à mon avis, ça serait un piège. Il vaut mieux contourner Kharkov, l'isoler, en faire une île, et à partir de là, faire un siège. C'est un peu ce qu'ils ont fait à Mariupol. Ils ont encerclé Mariupol, et puis ensuite ils y ont été progressivement en comptant sur l'épuisement des forces ukrainiennes. C'est ça. Il faut isoler et surtout pas s'engager à fond dans une ville pareille. C'est un trop gros morceau. À mon sens, c'est un trop gros morceau. Parce que, vu les effectifs que les Russes consacrent à cette guerre en Ukraine, ça serait, à mon avis, une erreur stratégique. Pendant votre carrière militaire, vous avez notamment servi en Afrique et sur différents théâtres d'opération. Est-ce que vous auriez pu un jour, durant votre carrière, imaginer que les scénarios que vous aviez étudiés, qui correspondent à la guerre froide, seraient réalité en 2022-2024? Ce que je pensais quand j'étais au
jeune officier et officier supérieur, c'est que j'ai longtemps cru à la menace soviétique et on a très sérieusement préparé la guerre contre l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Donc pour moi, c'était nos adversaires. On apprenait leur tactique, leur doctrine, leur façon de combattre. On était un peu effarés par la capacité de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie avec ses moyens en blindés, en artillerie, en chimie, sans parler du nucléaire, qui dans la doctrine de l'époque était employable dans le cadre de la manœuvre tactique chez les soviétiques. Donc c'est un adversaire colossal. Bon, on savait qu'ils avaient des lacunes, des faiblesses, que les chiffres sont les chiffres, mais la masse qui était face à nous faisait que on craignait vraiment qu'un jour cette masse se mette en manœuvre, se mette en œuvre, pardon. Et puis quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, lorsqu'il y a eu la fin de l'URSS, non, à ce moment-là, j'ai pas du tout abandonné que la guerre de haute intensité pouvait ne plus exister, mais je pensais que la guerre de haute intensité, nous allions la retrouver avec des pays ou des bandes de terroristes qui devenaient de plus en plus lourdement armés, qui disposaient de plus en plus de moyens et qui faisaient... moi, j'ai vu la différence entre les débuts des interventions d'Afrique et puis les dernières, où mes adversaires étaient beaucoup mieux armés, utilisaient de l'armement lourd, etc. Donc, j'avais vu un renforcement des capacités de certaines armées africaines. Mais j'aurais jamais imaginé, je l'avoue, que la Russie nous fasse une guerre à l'Union soviétique en Ukraine. Ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque la Russie ne dispose pas des capacités qu'avait à l'époque l'Union soviétique. Mais c'est une guerre de haute intensité qui dure et qui est extrêmement exigeante pour les hommes et qui marquera certainement très profondément notre histoire, puisque... je pense que cette guerre que Ukrainiens et Russes ont acquis une compétence technique et tactique. C'est eux qui devraient nous instruire plutôt que nous les instruire. Parce que comme le disait un général allemand, le meilleur professeur c'est la guerre, mais ces leçons coûtent cher. Vous croyez qu'en France, l'armée française, le ministère de la Défense... analysent et tirent des conclusions, des enseignements de cette guerre qu'ils observent? Ah oui, oui. D'abord parce qu'il doit y avoir beaucoup d'observateurs en Ukraine. Oui, ce serait fondamentalement une erreur. On a appris beaucoup de choses de cette guerre. Vous parliez des drones qui sont un vecteur très important de la manœuvre aujourd'hui. Donc il faut savoir les utiliser et s'en protéger. On voit que l'importance du combat défensif, des tranchées dans la profondeur, des réserves, des contre-attaques, telles que nous l'apprenaient nos règlements d'ailleurs. En fait, on retrouve nos règlements d'avant la période où on a cru que la guerre, c'était une guerre en dentelle. Vous revenez aux fondamentaux, quoi. Oui, retour aux fondamentaux. Que moi, je n'avais jamais abandonné. Quand j'étais prof à l'école de guerre, Terre, puisqu'elle s'appelle comme ça aujourd'hui, j'insistais sur ça. Je faisais travailler mes stagiaires sur la haute intensité. En disant, quand on sait faire de la haute intensité, le reste se découle. Les Russes ont été beaucoup critiqués et moqués, notamment au début de la guerre en Ukraine, pour, je dirais, la lourdeur et un peu la naïveté de leur dispositif, notamment on se souvient des images de ces colonnes de chars et de camions et de véhicules blindés qui descendaient sur Kiev. Mais il y en a eu aussi à Vuhledar, cette ville qui vient d'être prise par les Russes. Il y a aussi des images de ces blindés qui avancent à la queue leu-leu. Il y a déjà plus d'1 an et demi, puisque cette ville est quasiment sous le feu russe depuis le mois d'avril 2022. Est-ce que vous croyez que les Russes ont, de ce que vous pouvez observer, est-ce que vous croyez que les Russes ont appris de leurs erreurs et ont adapté leur tactique, manœuvrent différemment? Oui, j'en suis persuadé. D'abord, mon analyse initiale, mon analyse de la phase initiale de la guerre en Ukraine, c'était un coup de poker, un Anschluss à la Hitler de Poutine,
avec des véhicules qui étaient... les transports de troupes étaient vides. Donc il a fait une démonstration de force qui a mal tourné et qui a coûté du matériel aux Russes et des hommes, et qui donc a été un échec. D'où les moqueries que l'armée russe a subies. Après, quand il a compris que c'était une vraie guerre, les choses ont commencé à changer. Les Russes ont longtemps été en infériorité numérique, ce qu'on oublie de le dire. Donc ils ont compensé par l'artillerie et par les moyens feu. Et puis ils ont réussi à se constituer une masse de manœuvre suffisante pour faire ces opérations qu'ils mènent du front sud au front nord, avec des avancées quand même, qui sont quand même relativement significatives. Je crois que là, ils ont repris 1800 km² de... Bon, c'est pas énorme hein, par rapport aux 640 000 km² de l'Ukraine, quelque chose comme ça. Mais ils ont des succès. Donc s'ils ont des succès, c'est qu'ils ont réussi à intégrer comment arriver à percer un dispositif aussi fort que les Ukrainiens ont établi, parce qu'ils ont fait des vrais bastions de force. Et, en fait, ils ont appliqué la méthode soviétique de la défensive, hein, les Ukrainiens. C'est ainsi un retour aux sources. Si je regarde mes règlements d'emploi de l'armée de l'armée rouge en défensive, c'est ce que font les C'est-à-dire, vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette tactique défensive? Eh bien, ils font d'abord plusieurs lignes défensives. Ils font des môles défensifs très importants, avec une grande autonomie de feu, de vivres et de soutien, qui leur permet de cadenasser sur le terrain les axes principaux, les terrains qu'ils veulent défendre, qui fait que ce sont comment dirais-je, des défenses extrêmement difficiles à prendre, parce ils ont des postes de PC, de postes de commandement enterrés, ils ont des systèmes de tir de flanquement qui leur permettent de se protéger d'un bastion à l'autre, ils ont des éléments de contre-attaque en réserve capables de réagir très vite si jamais le dispositif commence à être entamé. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'utilisation de moyens du génie pour créer des tranchées, des abris, et ça fait des lignes successives qui sont très difficiles à percer. Puisque même quand la première ligne tombe, il y a encore des postes et des bastions à prendre, si je suis assez clair dans ma... Et le moyen, c'est ce qu'ont fait les Russes. D'abord, pour parler de cette ville de Vuhledar, qui est quand même une ville importante dans le dispositif défensif ukrainien, les Russes ont commencé par attaquer de front et ont fini par opter pour un contournement de la ville. Et là, on vient de voir que les défenseurs ukrainiens, finalement, n'ont pas souhaité, pas voulu, on craignait l'encerclement et d'être coupé C'est la bonne tactique, c'est-à-dire que je pense que pour pouvoir faire une opération d'encerclement, il faut que vous dégagiez les axes de pénétration nécessaires, et donc il faut que vous perciez d'autres lignes, parce que les Ukrainiens sont dans la ville, mais la ville n'est pas isolée, elle participe à un système de tranchées continu qui la permet de la protéger. Donc pour pouvoir faire ces manœuvres-là, ils ont été obligés de percer d'autres secteurs qui étaient moins forts, et de se couvrir de contre-attaques des éléments que gardaient les Ukrainiens. Donc il faut à la fois percer, se couvrir et ensuite pouvoir menacer la ville que vous contournez. Donc c'est une manœuvre complexe, difficile, et qu'ils ont réussi à faire. En somme, ce que vous dites, c'est que la lenteur des opérations et ce grignotage des Russes s'explique de manière assez rationnelle du fait de la concentration des défenses ukrainiennes et de leur solidité et des forces que les Ukrainiens ont engagées sur ces lignes de défense. Absolument. Il faut penser à Verdun, il faut penser à tout ce dispositif autour des forts qu'on n'avait malheureusement pas bien organisé, parce qu'on pensait que les forts n'étaient plus d'actualité en 1915, 1916, au moment de la bataille de Verdun. Ces forts ont posé des problèmes très importants aux Français, puisqu'il a fallu les reconquérir, notamment Douaumont. Donc quand vous avez une ceinture fortifiée qui se met en place, il faut beaucoup de force, beaucoup de moyens, beaucoup d'appui-feu pour arriver à le percer. Donc si vous faites des engagements frontaux avec des blindés, etc., vous avez les champs de mines, vous avez les tirs directs, vous avez les tirs d'appui, vous avez de grandes chances de détruire vos blindés, d'avoir votre pointe de tungstène de votre attaque qui se brise et qui s'émousse. Donc il faut passer par l'artillerie, les appuis-feu, les grosses bombes que utilisent maintenant les Russes. Et ces bombes sont quand même extrêmement destructrices, hein, notamment sur des immeubles, etc. Donc les Russes prennent le temps. Je pense que
ils ne sont pas dans une logique de grandes chevauchées, de grandes percées. Ils sont dans une logique, on casse la défense là où on fait effort pour pouvoir s'emparer de nœuds significatifs au niveau tactique, logistique, pour gêner la défense et prendre petit à petit par derrière. Parce que s'ils continuent d'avancer comme ça, il y a la formation de poches qui se crée un peu partout sur ce front. Et ces poches vont nécessiter à un moment donné ou d'être contre-attaquées pour libérer la pression des Russes ou de faire reculer les troupes ukrainiennes pour pas qu'elles deviennent des prisonniers. Ce qu'on observe aussi, c'est que on parle de la Rasputitsa comme une période qui gêne les deux armées ou des rudesses de l'hiver de part et d'autre. Mais en fait, les opérations ne se sont jamais vraiment arrêtées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les combattants de chaque côté sont un peu intersaison. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent et que ça continue quel que soit le temps. Bien sûr. Ah oui. Je veux dire malheureusement pour les soldats, parce qu'ils vont endurer beaucoup de souffrances avec la pluie et le froid. Mais oui, bien sûr. Une guerre moderne s'affranchit, j'allais dire, plus facilement de ces contraintes terrain et de météorologiques qu'avant. Les Allemands ont été ralentis devant Moscou à cause de la boue. Quand ça a gelé, ils ont recommencé un peu à bouger, mais à ce moment-là, leur matériel était inadapté au froid russe et ça a généré un épuisement de l'armée allemande et permet la contre-attaque russe, soviétique. Donc là, ils vont s'adapter et puis ils connaissent leur pays, les deux côtés. Hein, ce n'est pas des lapins de 6 semaines, donc ils connaissent les contraintes du terrain. Général Maril, merci. Chers abonnés, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.